Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'IA appliquée au secteur des crypto-monnaies. Comme vous le savez, dans cette série de vidéos, j'utilise différents outils de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, pour voir comment on peut utiliser ces outils pour nous aider dans nos investissements dans le secteur des crypto-monnaies. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos de cette série, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de la playlist dédiée justement à ce sujet. Cette playlist s'appelle IA et crypto-monnaie et vous la retrouverez librement sur notre chaîne YouTube. Là, dans cette vidéo, je vais me focaliser toujours sur ChatGPT, mais plutôt sur le concept lié au partenariat et voir finalement comment on peut utiliser ChatGPT pour nous aider à trouver des projets qui pourraient être intéressants ou pour analyser de manière un peu plus approfondie en nous faisant gagner du temps certains partenariats qui pourraient être présents tout simplement sur le marché des crypto-monnaies. Comme vous avez déjà pu le constater sur les vidéos précédentes et comme vous serez amené à le voir également dans cette vidéo, ChatGPT c'est pas la science infuse, c'est pas une solution miracle. Il y a également aussi beaucoup d'âneries qui sont remontées par cette technologie. Je reste convaincu que ça va être amené encore à se développer et que tout comme les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle feront partie intégrante de nos vies de demain. Donc l'idée de ces vidéos, c'est pas de vous dire voilà c'est comme ça que ça marche, c'est des tests que je fais de mon côté, avec à chaque fois les avantages, les inconvénients, les contraintes que ça peut engendrer, pour vous montrer comment vous pouvez être amené à utiliser ces outils et de les appliquer dans vos investissements en crypto-monnaie. Et puis vous verrez que derrière ça va vous donner tout un tas d'idées. Mais il faut toujours prendre du recul par rapport aux informations qui vous sont remontées. Déjà parce que les versions de ChatGPT que j'utilise aujourd'hui, c'est des données qui ne dépassent pas 2021. Donc tout ce qui s'est passé sur 2022, 2023, etc. etc. je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, ça ne sera pas forcément pris en compte. Sans doute que ça le sera dans les prochaines mises à jour. Donc ça veut dire que s'il y a des mises à jour, ou en tout cas des points importants qui ont été effectués après 2021, forcément ça peut biaiser les informations qui nous ont été remontées. Et puis vous verrez, comme je vais essayer de vous le démontrer en tout cas dans cette vidéo, il y a également aussi beaucoup d'âneries qui sont remontées par ChatGPT et quand on lui dit finalement ce que tu m'as dit là c'est pas forcément vrai pour telle ou telle raison, il va corriger ses propos et il va apprendre au fur et à mesure qu'on va lui faire remonter des infos. En fait c'est vraiment un outil qui apprend en même temps que vous, donc vous allez lui expliquer peut-être une certaine manière de fonctionner, une certaine manière de réfléchir, et puis au fur et à mesure, il va apprendre, il va corriger ses erreurs pour comprendre véritablement votre demande et après vous faire gagner un maximum de temps. C'est d'ailleurs les tests précédents que j'avais effectués pour les analyses fondamentales, etc. J'avais montré comment faire une analyse fondamentale, notamment pour les analyses de la tokenomics, et après, il allait tout de suite rechercher les infos que j'avais demandées. Mais si je reste sur un concept très très vague avec des questions vagues, en fait, il va me donner des réponses vagues qui souvent sont très très décevantes. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la première question que je lui ai posée, c'était pourquoi les partenariats sont-ils importants pour le succès à long terme d'un projet crypto? Donc là, il me dit les partenariats sont essentiels pour le succès à long terme d'un projet crypto pour plusieurs raisons. Premièrement, les partenariats peuvent aider à établir la crédibilité et la légitimité d'un projet crypto. Lorsqu'un projet s'associe avec une entreprise ou une organisation bien établie dans l'industrie, cela peut donner aux investisseurs et aux utilisateurs potentiels plus de confiance dans la viabilité du projet. Deuxièmement, les partenariats peuvent aider à élargir la portée d'un projet de crypto. En travaillant avec des partenaires qui ont déjà une base d'utilisateurs établie, le projet peut toucher un public plus large et attirer de nouveaux utilisateurs. Enfin, les partenariats peuvent aider à résoudre les problèmes de comptabilité et de connectivité entre les différents projets de crypto. En travaillant ensemble, les projets peuvent développer des solutions communes pour faciliter l'interaction entre les différents systèmes. Et il me dit également que les partenariats peuvent soutenir le développement continu d'un projet en apportant des ressources supplémentaires telles que les connaissances, les compétences techniques ou les fonds. Cela peut aider à garantir que le projet reste compétitif et en mesure de répondre aux besoins changeants de l'industrie. Donc moi je lui ai mis juste en dessous, il y a eu de nombreux abus concernant les potentiels partenariats sur certains projets crypto, comment s'assurer de la qualité d'un partenariat et contrôler la véracité de cette information. Alors là il me dit faire des recherches sur les partenariats potentiels, vérifier les informations fournies, examiner les détails du partenariat, consulter les experts de l'industrie. Bon, encore une fois avec les contraintes que ça peut engendrer, mais il reste encore quand même très très vague. Donc j'ai essayé de l'amener à réfléchir de la manière dont je le souhaite en l'orientant sur un autre chemin que celui que j'avais choisi initialement. Donc je lui dis, peux-tu analyser le partenariat entre Chainlink et Google Cloud et expliquer son impact sur les deux projets?
Donc il me met le partenariat entre Chainlink et Google Cloud est un accord de coopération stratégique entre les deux entreprises qui a été annoncé en juin 2019. L'objectif du partenariat est de permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées basées sur les données en utilisant la technologie Chainlink et les services de Google Cloud. Le partenariat a permis à Chainlink de bénéficier de l'expertise de Google Cloud dans la technologie cloud et les services de données, ce qui a renforcé la qualité et la fiabilité des données fournies par la plateforme Chainlink. Les services Google Cloud ont également permis à Chainlink d'améliorer la rapidité et la sécurité de la transmission des données. De son côté, Google Cloud a bénéficié de l'expertise de Chainlink dans le domaine de, alors il dit l'oraculage, c'est les oracles en fait tout simplement, de données, qui est la fourniture de données en temps réel à partir de sources externes pour les contrats intelligents. Le partenariat a permis à Google Cloud de se positionner sur le marché en pleine croissance des contrats intelligents en offrant une solution de chaîne de blocs intégrée à des services cloud. En outre, le partenariat a permis à Chainlink et à Google Cloud de travailler ensemble pour développer des solutions innovantes pour les applications décentralisées en combinant la technologie de Chainlink avec les services de Google Cloud. Cela a permis aux développeurs de créer des applications décentralisées plus robustes et plus fiables avec les sources de données vérifiables et sécurisées. Dans l'ensemble, le partenariat entre Chainlink et Google Cloud a eu un impact positif sur les deux projets. Il a permis à Chainlink de renforcer la qualité et la fiabilité des données fournies par la plateforme, tout en permettant à Google Cloud de se positionner sur le marché en pleine croissance des contrats intelligents. En travaillant ensemble, ces deux entreprises ont pu développer des solutions innovantes pour les applications décentralisées, ce qui a bénéficié à l'ensemble de l'industrie de la chaîne de blocs. Alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais j'ai essayé de continuer pour aller plus loin. Et je lui ai dit, ce partenariat est-il plutôt positif pour l'adoption long terme sur le marché des crypto-monnaies ? Voir des entreprises comme Google rejoindre le marché des crypto-monnaies n'est-il pas un risque à long terme pour la vie privée, notamment des utilisateurs ? Il me dit, le partenariat entre Chainlink et Google Cloud est généralement considéré comme positif pour l'adoption à long terme des crypto-monnaies. La participation de Google dans l'industrie de la chaîne de blocs, alors c'est de la blockchain, est un signe que la technologie est en train de devenir plus mainstream et acceptée par des entreprises de renom. Cela peut aider à renforcer la confiance des utilisateurs et des investisseurs dans la technologie crypto, ce qui permet de favoriser l'adoption à long terme des crypto-monnaies. En ce qui concerne les risques pour la vie privée des utilisateurs, il est important de souligner que la technologie blockchain elle-même est conçue pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Alors c'est absolument pas vrai, mais ça pareil, je vous allez voir par la suite les réponses qu'il m'a données, c'est quand même assez drôle. Les transactions sur la chaîne de blocs sont transparentes mais anonymes, pareil, ce qui est totalement faux, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions sans révéler leur identité, ce qui est totalement faux. Cependant, il est vrai que l'implication des grandes entreprises telles que Google dans l'industrie crypto soulève également la préoccupation, des préoccupations en matière de vie privée. Il est important de s'assurer que les entreprises impliquées respectent les normes de confidentialité et de sécurité de données et que les utilisateurs sont informés de la manière dont leurs données sont utilisées et stockées. Bon, ça fait quand même doucement rigoler quand vous savez un petit peu comment ça fonctionne et comment aujourd'hui vos données sont récupérées dans ces grosses boîtes, donc les GAFAM, mais pas que. Donc moi j'ai rebondi en fait sur une info qu'il m'a donnée, qui m'a fait sortir un peu de mes gonds quand il me dit bon, la blockchain elle est anonyme. Donc je lui dis la blockchain c'est clairement pas anonyme, c'est pseudonyme. Et là il me dit vous avez raison, je me suis trompé, la technologie blockchain donc est en effet pseudonyme plutôt qu'anonyme. Contrairement à un système anonyme où les transactions ne peuvent pas être attribuées à une personne en particulier, les transactions sur la chaîne de blocs sont liées à une adresse de portefeuille qui peut être associée à une identité physique. Cependant, les adresses de portefeuille ne sont pas directement liées à une identité réelle, mais plutôt à des clés publiques utilisées pour effectuer des transactions sur la chaîne de blocs. Par conséquent, la technologie offre une certaine forme de pseudonymat pour les utilisateurs plutôt que l'anonymat complet. Je vous remercie de me corriger. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se contredit dans le même truc. Il dit contrairement à un système anonyme où les transactions ne peuvent pas être attribuées à une personne particulière, les transactions sur la chaîne de blocs sont liées à une adresse de portefeuille qui peut être associé à une identité physique. Donc il dit bien que ça peut être identifié, que ça peut être associé à une identité physique, donc à une personne. Cependant, les adresses de portefeuille ne sont pas directement liées à une identité réelle. Donc en fait, il se contredit dans la phrase d'après, ce qui est quand même bizarre. Donc moi je lui ai dit, faux également, il est de plus en plus facile de lier les adresses des utilisateurs à l'aide des informations partagées lors du KYC sur certaines plateformes d'échange centralisées. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous déposez, vous faites les jolies photos avec votre carte d'identité sur Kraken, Binance, Coinbase, etc., de par le fait d'utiliser déjà un système de blockchain transparent et des systèmes transparents comme Bitcoin, Ether, etc., bon, on est capable d'avoir toutes ces données en temps réel et à l'instant T,
mais également aussi aujourd'hui, on est capable d'associer une clé publique, une adresse, à une identité visuelle, à une personne physique avec sa carte d'identité, son lieu de résidence, éventuellement ses relevés fiscaux, etc., etc. On est capable d'avoir énormément d'informations, et il y a même des rapports de Chain Analysis qui montrent que même si vous n'avez pas fait de KYC pour vos adresses spécifiques, si vous faites l'échange d'une crypto-monnaie avec une autre, par exemple, avec quelqu'un qui, lui, a fait son KYC, il y a la possibilité de pouvoir retrouver qui, aujourd'hui, est présent derrière la première adresse qui n'a pas fait de KYC. Donc c'est très complexe à expliquer, je ne vais pas forcément le faire dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a des rapports aujourd'hui qui le montrent. Donc là, il me dit, encore une fois, vous avez raison, je m'excuse pour ma réponse inexacte précédente, ça fait rien que 2 fois que je le reprends, et en effet, avec l'utilisation de la procédure de KYC, sur certaines plateformes d'échange centralisées, il est possible de lier les adresses de portefeuille à une identité réelle. Les plateformes qui exigent des procédures de KYC peuvent collecter des informations telles que le nom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale des utilisateurs, ce qui peut être utilisé pour lier les adresses de portefeuille à une identité réelle. Par conséquent, cela peut réduire le niveau de pseudonymat offert par la technologie blockchain, ainsi, bien que cela ne s'applique pas aux transactions effectuées directement entre les portefeuilles de crypto sans passer par une échange centralisée, ce qui est encore une fois faux. Donc bon, j'ai pas voulu encore lui dire c'est faux pour telle ou telle raison, je viens de le dire précédemment, et en plus c'était pas l'objectif principal de la vidéo, je voulais parler au départ des partenariats, mais vous voyez, des fois il me dit quelque chose, je rebondis, je lui dis bah non c'est pas vrai, il apprend, il me redonne quelque chose d'autre, je le corrige, etc. Et c'est comme ça en fait qu'il évolue et qu'on arrive à le rendre malléable et de l'orienter vers la direction que nous aujourd'hui on souhaite éventuellement se diriger. Donc je lui pose une autre question, je lui dis comment acheter de la crypto-monnaie par exemple sans passer par une plateforme centralisée à partir d'euros ou de dollars. Parce que je voulais continuer dans l'échange que j'avais eu avec lui. Donc là, il me dit il existe plusieurs façons d'acheter des crypto-monnaies sans passer par une plateforme d'échange centralisée. Donc il me parle des ATM, bon ok, il me parle des échanges décentralisés, des crypto-monnaies en personne, bon avec les risques qui sont liés à ça, et des plateformes peer-to-peer dont la majorité d'entre elles ont fait faillite dernièrement. Bon. Donc il me parle des DEX, je lui dis quel DEX permet d'acheter des crypto-monnaies directement à partir d'euros ou de dollars, donc je voulais parler vraiment à partir des fiat, et là il me dit Uniswap, Curve et Balancer. Donc, parce qu'en fait j'ai dit dollar, et pour lui l'USDC, le DAI et l'USDT c'est du dollar, parce qu'il y a la parité de 1 pour 1, où il est censé y avoir une parité de 1 pour 1, mais en fait c'était pas ce que je disais, moi je voulais lui dire, aujourd'hui, pour protéger son anonymat, pour protéger sa vie privée, etc., tu me dis que c'est possible de pouvoir acheter des cryptos à partir d'euros, de dollars, donc du fiat, tu me parles de DEX, mais aujourd'hui ce que tu m'as cité c'est pas le cas. Donc j'ai reformulé ma question, je lui dis quand je parle d'euros ou de dollars, je parle bien de devises, pas de stablecoin. Cite-moi une plateforme décentralisée qui permet d'acheter des crypto-monnaies à partir d'euros présents sur notre compte en banque. Et là il me dit je m'excuse pour la confusion pour la réponse précédente, à ma connaissance il n'y a pas encore de DEX décentralisé qui permet d'acheter des crypto-monnaies directement à partir d'euros ou de dollars sur un compte bancaire. Donc si il en existe, j'en ai déjà cité quelques-uns sur cette chaîne YouTube, qui sont relativement durs à utiliser, notamment Bisq. C'est pas forcément fait pour les néophytes, mais voilà, ça existe, et pour autant, là, il me dit que ça n'existe pas. Bon, faut être quand même vigilant. J'aurais pu rebondir en lui disant, bah si Bisq aujourd'hui existe, pourquoi tu m'as dit ça précédemment, etc., etc. Bon, je voulais quand même avancer dans la discussion, donc je suis revenu sur le sujet des partenariats, et je lui ai dit, quels sont les derniers partenariats les plus importants sur le marché crypto ces derniers temps? Tu en profiteras pour me donner des précisions sur l'intérêt du partenariat, ainsi qu'un descriptif général des projets crypto cités. En fait, l'objectif de ça, c'est de se dire, souvent il y a des effets de news sur certains partenariats pour qu'on parle d'un projet en question, avec les problématiques aussi que ça engendre. Des fois, il y a beaucoup de bullshit sur certains partenariats, et ça veut vraiment tout et rien dire. Il y a des partenariats, on dit, ouais, on a fait un partenariat avec telle boîte, mais en fait, des fois c'est pas vrai, ou des fois c'est juste parce que la boîte utilise un des sous-services présentés par un projet en question. Mais il n'y a pas eu du tout de partenariat d'une manière ou d'une autre. Donc il faut vraiment se méfier des informations que vous avez. Et moi je voulais voir si ChatGPT était capable, avec les données qu'il a, les données qu'il est capable de récupérer, d'identifier des partenariats clés et de mettre en avant peut-être certains projets qu'on n'avait pas en radar. Ça ne veut pas dire que c'est des projets forcément intéressants. Ça ne va pas nous exempter de faire une analyse fondamentale, de creuser le projet, etc., etc., mais peut-être nous mettre la puce à l'oreille et de nous dire, bah tiens, ce projet-là, il est intéressant,
il y a des partenariats qui ont été effectués dernièrement, on va vérifier si vraiment ces partenariats ont existé en croisant les sources, etc. Et derrière, après, peut-être que ça peut nous mettre la puce à l'oreille sur des projets qu'on n'aurait pas pu identifier autrement. Donc, je vais poser la question. Il me dit le partenariat Visa Crypto.com, PayPal Paxos, Chainlink Eredra Hgraph, et puis Binance et Chiliz. Donc, en fait, il n'a pas du tout fait le tri sur les partenariats, et c'était pas vraiment ce que je recherchais. Donc je lui dis, peux-tu me donner des exemples de partenariats importants sur le marché crypto dernièrement, mais plutôt avec des crypto-monnaies peu connues. Ces projets doivent être fondamentalement intéressants, sachant que je lui ai pas donné des informations pour qu'il puisse comprendre ce que ça veut dire fondamentalement intéressant. Là en fait, pareil, j'avais fait des vidéos sur la playlist IA et crypto-monnaies, dans lesquelles j'ai montré comment utiliser ChatGPT pour lui faire rechercher les informations que nous on veut, notamment sur la tokenomics, etc. Donc en fait, il faut être beaucoup plus précis. Et une fois qu'il a compris comment analyser fondamentalement une crypto-monnaie, on lui dit, maintenant tu vas suivre la même démarche pour cette crypto, cette crypto, cette crypto. Et il va faire tout le descriptif, puisqu'on aura déjà fait toute la démarche précédemment. Mais là, c'est pas le cas. Je voulais voir du coup les informations qu'il allait me donner. Donc, il me parle d'injective protocol et de persistance avec le descriptif que je lui ai demandé. Chainlink et Conflux Network, pareil, avec tout un descriptif. Polkadex et Paid Network, mais pareil, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Donc, je lui dis, donne-moi une dizaine d'exemples. Donc là, il me sort une dizaine d'exemples de protocoles et de partenariats potentiels. Donc moi, par exemple, je suis tombé sur Bondly. Je ne connaissais pas du tout. Donc je lui dis, c'est quoi Bondly? Donc Bondly est un projet de crypto qui vise à créer d'infrastructures de commerce électronique décentralisées en utilisant la technologie blockchain. Le projet est basé sur la chaîne de blocs. Alors j'aime pas quand il parle de chaîne de blocs. Je le dis parce que c'est comme ça que c'est écrit, mais bon, vous avez compris que c'est blockchain. Donc il me dit le projet est basé sur Ethereum et se concentre sur la création d'un marché décentralisé pour les biens et les services numériques tels que les NFT, les jeux vidéo et les contenus numériques. Bondly permet aux utilisateurs de créer des contrats intelligents qui spécifient les termes d'une transaction, tels que le prix, les conditions de livraison, et de les exécuter de manière décentralisée. Bon, c'est ce qu'on appelle en fait tout bêtement un smart contract. Le projet vise à offrir une alternative plus sûre et plus transparente aux plateformes de commerce électronique décentralisées, en utilisant la technologie pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité. Donc bref, il me fait un descriptif plus ou moins pertinent de ce qu'est Bondly, et je lui dis en quoi le partenariat entre Rarible et Bondly, parce qu'en fait parmi les plateformes de NFT les plus connues, il y en a plusieurs qui commencent à se développer, mais les principales les plus connues aujourd'hui, c'est Rarible et notamment OpenSea. Donc je lui ai dit en quoi le partenariat entre Rarible et Bondly est intéressant. Donc là il me fait un descriptif pas forcément intéressant au début, mais il me dit le partenariat entre Rarible et Bondly permet à Rarible d'intégrer des solutions de paiement, les solutions de paiement de Bondly pour offrir une expérience de paiement plus fluide à ses utilisateurs, tandis que Bondly pourra utiliser la plateforme Rarible pour offrir une plus grande variété de NFT à ses utilisateurs. Le partenariat permet également à Rarible de bénéficier de l'expertise de Bondly en matière de lancement, d'IDO, ce qui permet de stimuler l'adoption de la plateforme. Bon, pareil, c'est encore des réponses ultra vagues. Donc moi, je voulais savoir s'il était capable de récupérer une info pour me dire, bah tiens, parmi les plateformes de NFT les plus connues, je les ai citées tout à l'heure, il y a Rarible et OpenSea, il y en a d'autres qui se développent aujourd'hui, mais du coup je lui dis, il me dit que Bondly et Rarible ont fait un partenariat, je voulais savoir si avec OpenSea il y avait eu un partenariat. Donc je lui dis, est-ce qu'ils ont également effectué un partenariat? Il me dit non, il n'y a pas eu de partenariat direct entre Bondly et OpenSea. Là il me dit ce qu'il y a eu également comme partenariat avec OpenSea, et notamment avec Immutable X, je crois, qui fonctionne aussi sur Illuvium, qui est un projet que j'affectionne particulièrement dans la GameFi, et qui permet d'avoir une L2 avec une scalabilité importante, mais plutôt sur tout ce qui est lié à la GameFi et au NFT. En fait, on a des L2 et des sidechains qui fonctionnent pour avoir des frais de transaction plus faibles, des transactions plus rapides, notamment sur Ethereum. Il y en a plusieurs quand vous avez cité Polygon, il y a également aussi Arbitrum, Optimism qui commence à fonctionner maintenant aussi avec les roll-ups, notamment pour Arbitrum et puis Optimism. Mais voilà, il y a d'autres L2 qui fonctionnent, non pas pour juste faire de la DeFi ou pour faire du farming sur certains pools de liquidité, mais plutôt pour permettre d'avoir une meilleure scalabilité sur certains réseaux, notamment pour tout ce qui est lié à la GameFi et à l'utilisation des NFT. Donc là, il me cite
quelques points qui sont intéressants. Mais ce que je voulais dire, c'est que juste avant, il m'a parlé aussi d'Algorand et de Securitize. Donc pareil, j'ai dit tiens, Securitize, qu'est-ce que c'est? Donc je suis descendu, je lui ai dit qu'est-ce que Securitize? Il me dit c'est une plateforme de finance décentralisée basée sur la blockchain encore une fois, qui permet aux entreprises d'émettre et de gérer des titres numériques, donc des security tokens, en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc moi je lui dis où en est-on? Ça m'a donné l'idée, je lui ai dit où en est-on aujourd'hui au niveau des security tokens en ce moment? Peux-tu me faire un résumé de la situation ainsi que des principaux projets de ce nouvel écosystème? Donc là il me fait un petit débrief et il me dit bah voilà les principaux projets sur les security tokens, on va retrouver Securitize, Arbor, Polymath, T0 et puis Tokensoft. Donc moi je lui dis fais-moi un comparatif de ces différentes plateformes ainsi qu'un descriptif sur l'adoption pour chacune d'entre elles. Donc là il me fait un descriptif pour Securitize, Arbor, Polymath, T0 et je lui dis juste en dessous donne-moi les avantages et les inconvénients de chaque plateforme ainsi que leurs différences les unes par rapport aux autres. Donc là, il me fait pareil, les avantages, les inconvénients pour chaque plateforme. Et c'est ça que je trouvais plutôt intéressant, j'aurais pu encore continuer pendant des heures, c'est qu'en fait, à partir d'un partenariat, il va falloir contrôler les infos, mais à partir d'un partenariat, il va nous donner des trucs, on se dit tiens, je connais pas ça, c'est quoi? Et ben on va lui poser la question, et puis on lui demande après de comparer les plateformes les unes par rapport aux autres. Et c'est vrai que pour l'instant, les security tokens, ça en est encore à leur balbutiement. Il y a pas mal d'études, notamment l'une d'entre elles qui a été effectuée par Fidelity, qui est un très gros fonds aujourd'hui d'investissement aux États-Unis, qui gère plusieurs trillions de dollars d'investissement, et qui ont fait une étude et qui ont montré que tout simplement les security tokens représenteraient plusieurs trillions de dollars de marché dans les prochaines années. Et ça, c'est sans compter les NFT, c'est sans compter la finance décentralisée qu'on connaît, c'est sans compter des nouveaux écosystèmes qu'on ne connaîtra pas. Donc en fait, le marché crypto de manière générale dans les prochaines années, ça sera un marché à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de trillions de dollars de valorisation, et les security tokens feront partie intégrante de ce nouvel écosystème. Donc moi, je sais que c'est un écosystème que je suis de plus en plus. Après, les gros problèmes que j'ai pu entrevoir jusqu'à présent avec les recherches que j'ai pu effectuer, c'est par rapport au cadre réglementaire qui est quand même très contraignant aujourd'hui, surtout en Europe, pas dans tous les pays, mais le cadre réglementaire est quand même compliqué, parce que vous le savez, mais l'objectif, en tout cas pour un projet crypto, jusqu'à présent, c'est pas forcément de se faire requalifier en tant que securities, donc en tant qu'actif financier. Parce que dès qu'on est requalifié avec le test de Howey comme étant un security token, donc un security, donc un véritable actif, il y a tout un cadre réglementaire qui se met en place avec une réglementation de la part de la SEC, qui est la Security and Exchange Commission aux États-Unis, avec tout un volet réglementaire qui est très contraignant, très compliqué. Et voilà, l'objectif de la plupart des cryptos aujourd'hui, c'est de justement passer à travers ces filets-là et de ne pas être requalifié en tant qu'actif financier. Voilà. Mais il y a tout ce qui est lié à la tokenisation des actifs financiers, les security tokens, qui vont véritablement se développer dans les prochaines années. Il y a pas mal de projets qu'on vous a déjà présentés sur cette chaîne YouTube. On a fait pas mal d'interviews, notamment par exemple avec Realty, qui est aujourd'hui l'une des plateformes précurseurs dans la tokenisation des actifs immobiliers. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses qui seront amenées à se développer dans les prochaines années. Mais voilà, ça peut être un moyen, encore une fois, à partir d'un partenariat, à partir d'une simple question, de mettre l'accent ou de mettre le doigt sur certains écosystèmes que vous ne connaissiez pas. Ça ne va pas vous empêcher de faire vos propres recherches comme d'habitude, mais voilà, ça peut vous donner des idées. Il y a aussi pas mal d'âneries, comme vous l'avez vu, qui sont remontées par l'IA aujourd'hui. Mais voilà, on en est encore qu'au tout début, ça reste un outil, comme les cryptos, il faut apprendre à les utiliser. Et donc, d'où l'intérêt en fait de cette série de vidéos que j'ai créée et que je vais continuer de développer par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens dans la description de la vidéo importants. Le premier, c'est la capacité pour vous pour pouvoir télécharger notre guide offert pour vous aider à faire vos premiers pas efficacement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien, vous mettez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Le second lien, c'est la capacité pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies de réserver un appel téléphonique avec nous, donc n'hésitez pas. Et enfin, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Cette chaîne YouTube s'appelle Éternel Étudiant. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.